Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission La Grande Interview. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très important qui touche notre quotidien, les constructions anarchiques et l'évolution urbaine de Brazzaville et de Pointe-Noire. Pour en parler, nous recevons le docteur Kwa Oba Jovial, démographe et enseignant-chercheur à Mariangwabi. Bonsoir docteur. Bonsoir madame, Merci d'avoir répondu à notre invitation. je vous en prie. Et la grande interview, c'est maintenant. Docteur, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer simplement ce qu'est la démographie et nous dire aujourd'hui si elle constitue une préoccupation pour nos sociétés? Merci madame pour cette question. La démographie, c'est la science qui étudie la population. Et donc, concrètement, de façon plus simple, c'est de voir ce que nous appelons par l'état de la population. L'état de la population, c'est de répondre à la question de savoir nous sommes combien et combien de femmes, combien d'hommes, combien de personnes âgées. La deuxième, ou le deuxième aspect, si vous voulez, c'est les mouvements. Combien de gens naissent par année, combien meurent et combien de gens quittent le Congo et combien viennent au Congo. Et le troisième aspect que la démographie fait référence, c'est ce que nous appelons par les projections. Si nous sommes 2 millions aujourd'hui, nous serons combien dans 10 ans, dans 15 ans pour préparer ou pour pouvoir planifier. Voilà le rôle de la démographie. Ok, alors docteur, on parle souvent de démographie horizontale et verticale. Quelle est la différence entre ces deux notions? La différence qui existe entre la démographie horizontale et la démographie verticale, c'est le fait que la démographie horizontale, c'est lorsque la population ne se densifie pas. Ça veut dire qu'on a des petites densités. Il y a donc une politique de l'auto, où les gens sont dans l'autoproduction de logements. Les villes s'étalent en extension urbaine. Or, la démographie verticale, c'est lorsque on construit en hauteur, il y a densification de la population, les gens vivent dans des espaces assez restreints, mais sont plus nombreux. C'est la différence entre les deux termes en termes de démographie. Ok, docteur, alors dans le cas précis du Congo, quel type de démographie est le plus adapté, horizontale ou verticale et pourquoi? Alors, pour le Congo, il faut une démographie verticale. La démographie verticale va faire de telle sorte que on aura concentration des gens dans des petits endroits. Et lorsque les gens sont concentrés dans des petits endroits, ils vont faire ce qu'on appelle par la consommation des infrastructures ou la surutilisation des infrastructures. Ça veut dire qu'on aura beaucoup de gens concentrés sur un petit endroit et on va leur mettre ce qui est infrastructure, par exemple l'école, l'eau, l'électricité. Ils auront accès à ces infrastructures-là. Or, la démographie horizontale, elle va faire de telle sorte que nos villes vont s'étaler. On va se retrouver dans des quartiers comme Lifula à Brazzaville et qu'on aura du mal à avoir de l'eau, à avoir de l'électricité et bien d'autres équipements, écoles, services de santé. Donc, c'est ça les méfaits de la démographie horizontale. D'accord, et quels sont les impacts d'une démographie horizontale, d'une part, et d'une autre, la démographie verticale, d'autre part, sur le développement économique et social? Alors, pour le développement économique d'un pays, il faut la démographie verticale. Verticale parce que je l'ai dit tantôt, que nous aurons concentration de la population et ce qui va faire de telle sorte qu'on aura des fortes densités. Lorsque l'État va venir créer l'école, l'État ne viendra pas créer l'école pour 2, 3, 4 personnes. L'État viendra créer l'école parce qu'il y a des gens qui vont utiliser cette infrastructure. La même chose pour un hôpital. Lorsque l'État va venir construire un hôpital, il viendra construire un hôpital là où il y a une densification de la population. Or, dans le cas d'une démographie horizontale, l'État viendra construire une école là où il n'y en a pas besoin parce que la démographie elle est très faible et dans ces endroits-là. Or, on ne peut pas construire les hôpitaux ou les services scolaires dans tous les villages du Congo. Donc, il faudra qu'on se concentre dans une démographie verticale pour permettre à l'État ou donner la souplesse à l'État de construire une école et que cette école soit surutilisée que de faire des petites écoles qui ne sont pas abondées, qui n'ont pas assez de gens. Voilà, il nous faut donc une démographie verticale. D'accord, docteur, merci pour ces éclairages. Alors, pour le Congo aujourd'hui, est-il encore possible de passer d'une démographie horizontale à une démographie verticale? C'est possible.
C'est possible. Lorsqu'on voit l'évolution de Brazzaville actuellement, il faudra qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir jusqu'où irait Brazzaville. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît les limites de Brazzaville? Brazzaville est en train de s'étendre, à dépasser les bornes ou les limites anciennes. Donc, il nous faut revenir à la démographie verticale. Et c'est encore possible. Il suffit que l'État élabore une politique conséquente de création ou de mise en œuvre des logements sociaux, tels qu'on l'a vu à Mpila ou au Cancléran. C'est des politiques que l'État devait intensifier pour pouvoir créer l'offre en logements sociaux. Et quand cette offre-là existe, les gens vont occuper. Donc, on va passer de la démographie horizontale actuelle à une démographie verticale. Et c'est possible encore pour le coup. D'accord, docteur. Il y a quelques années, la population congolaise était estimée à environ 3 millions d'habitants et aujourd'hui, on parle de plus de 6 millions. Comment analysez-vous cette évolution-là? Allez, vous allez voir qu'en si laps de temps, la population du Congo a pratiquement doublé. Lorsqu'on voit les taux de doublement, la population ne peut pas dédoubler en 16 ans. Mais celle du Congo s'est faite en 16 ans. Donc, en 16 ans, la population du Congo est passée de 3 millions à 6 millions. C'est parce qu'on a eu, par le passé, des migrations qui sont liées donc aux pays limitrophes. Ce n'est pas seulement la croissance naturelle qui a influencé cette augmentation de la population, mais on a eu des migrations. Souvenez-vous qu'on a eu des événements du côté de la RDC. Et ces populations sont venues du côté de Bouimba et autres, Makuchipoko. Et de l'autre côté, on s'est retrouvé dans la Likwala, où les populations, non seulement de la RDC, mais ceux aussi de la République centrafricaine qui sont venus. Donc, en si laps de temps, le Congo a reçu énormément de gens qui ont fait que, en si peu de temps aussi, que la population puisse quitter de 3 millions à... C'est À vraiment 6 millions. l'explication plausible qu'on peut mettre. D'accord, docteur. Est-ce que cette croissance, elle est rapide, normale ou lente? Pendant cette période-là, on va dire que la croissance du Congo est rapide. Est rapide parce que dans la croissance, il y a des temps de doublement. Et le temps pour le Congo est estimé pratiquement à 22 ans. Mais là, la population a doublé en 16 ans. Donc, ça veut dire que c'est une augmentation très rapide. D'accord. Certains estiment que cette croissance démographique est trop rapide. D'autres pensent au contraire que le Congo reste en retard démographiquement. Quelle est votre lecture à vous de cette divergence d'analyse? Non, le Congo n'est pas en retard démographiquement parce que si on regarde la population du Congo de 6 millions, même si c'est une croissance rapide, mais le Congo n'est pas en retard démographiquement. Nous sommes que 6 millions, madame. Vous savez, la ville d'Abidjan compte combien? La ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est 6 millions d'habitants. Okay. Proche de nous, en RDC, la ville de Kinshasa, c'est pratiquement 12 millions d'habitants. On a les villes comme les Lagos, qui ont pratiquement 20 millions d'habitants. Donc, si on voit un pays de 6 millions d'habitants qui est comparable à une ville comme Abidjan, on ne peut pas dire qu'on est en surplus ou on est en retard. Non. Chaque pays a sa démographie et a son évolution. Mais pour le Congo, on n'est pas en retard, mais on n'est pas aussi dans une croissance plus rapide. D'accord, docteur. Alors, le niveau actuel de la population peut-il avoir un impact direct sur le sous-développement du Congo? Non. Et je répète un peu ce que je viens de dire tout à l'heure. Si vous avez un pays qui a 6 millions d'habitants, et on devait se réjouir dans d'autres cieux. Si je compare avec la ville d'Abidjan et même la ville de Lagos, que je vous ai pris l'exemple tout à l'heure, on peut se réjouir que nous avions une population moins nombreuse. Et donc, lorsqu'on a eu une population moins nombreuse, ça devait être une opportunité. Or, on se retrouve aujourd'hui avec 6 millions d'habitants et autant de pauvres. Mais la pauvreté actuelle n'a rien à voir avec notre démographie. Au contraire, notre démographie devrait nous permettre de se développer, devrait permettre à ce que tout le monde trouve son compte. Du fait que on a les richesses, on a tout ce qu'il faut et on a aussi l'avantage d'avoir un effectif assez supportable encore par rapport à nos richesses actuelles. Alors, docteur, le Congo est un pays riche en ressources naturelles, mais dans la réalité, une grande partie de la population vit encore dans la précarité. La démographie peut-elle expliquer en partie cette contradiction? Oui, la démographie peut expliquer, vous l'avez bien dit, vous l'avez bien su dire, qu'en partie, la démographie n'explique qu'en partie parce que les charges, chacun devait supporter sa charge. Donc, l'enfant est une charge. Nous avions malheureusement certains compatriotes qui font des enfants, mais qui ont du mal à supporter la charge de ces enfants.
Et ça, c'est de leur ressort. Maintenant, si on voit le nombre et les richesses que le Congo dispose, on va dire que non, la pauvreté du Congo n'a rien à voir avec la démographie. La pauvreté des Congolais, elle est liée à notre façon de gérer les choses, à notre façon de pouvoir gérer la chose publique, je l'ai dit tantôt, et notre façon de pouvoir lutter contre la corruption, tout ce qui est détournement. Et je pense que si on met du côté, où on s'applique dessus, on pourrait faire de telle sorte que le Congo devienne un Eldorado. Le Congo peut être un pays aujourd'hui et que les autres pays peuvent s'en inspirer où les gens viendront pour chercher du travail. Parce que les ressources que le Congo dispose et la population permettent au Congo de se développer. Et si et seulement si on arrive à bien utiliser ce que la terre nous a donné. Ok, d'accord. Et donc, Brazzaville et Pointe-Noire, docteur, connaissent une croissance rapide et souvent anarchique. Qu'est-ce qui explique ce développement urbain désordonné, marqué par des constructions informelles, y compris dans des zones non viabilisées ou à risque? Les problèmes de Brazzaville et Pointe-Noire, aujourd'hui, c'est des problèmes qu'on appelle les problèmes de laxistes. Laxistes des pouvoirs publics. Dans tous les pays, c'est l'État qui vient avant. C'est l'État qui fait la prévention. Or, les villes du Congo se développent dans le curatif. Le curatif veut dire quoi? Vous allez vous installer, peu importe l'endroit, et quand vous avez des problèmes, c'est en ce moment-là que l'État va venir pour arranger. Et donc, on a laissé les gens construire, on a laissé les gens faire, et l'État vient après. Or, lorsque l'État vient, c'est lorsqu'il y a des dégâts. Une ville ne peut pas se développer en laissant chacun dans l'autoproduction de logement. Non, il faudra que l'État anticipe. Et quand l'État anticipe, on aura des bons résultats que de laisser chacun faire comme il veut. Vous dites que le Congo, l'État vient après. Comment devrait normalement se faire alors l'urbanisation d'une ville comme Brazzaville Voilà. et Pointe-Noire? L'urbanisation d'une ville comme Brazzaville devait se faire de telle sorte que l'État anticipe. L'État anticipe tout ce qui est construction, tout ce qui est équipement. Donc, avant que les gens occupent ou s'installent dans un quartier donné, l'État devrait d'abord venir viabiliser ce quartier. Donc, créer les conditions qu'il y a l'eau, qu'il y a l'électricité et prévoir là où on va planter un service. Un service, par exemple, un service scolaire, un hôpital, ainsi de suite, que avant que les gens viennent s'installer, c'est l'État qui prépare déjà le terrain, met en œuvre toutes ces infrastructures. Après, les gens viennent s'installer. Or, ce qui se passe chez nous, c'est que les gens s'installent, après l'État vient, et même l'État a des difficultés pour construire une école. L'État devrait encore exproprier les gens. Est-ce que c'est normal que l'État vienne exproprier les gens dans un quartier pour construire un hôpital? Non, c'est pas normal. Une infrastructure d'utilité publique. Mm. Donc, l'État a failli à sa mission. L'État n'anticipe pas. L'État attend que les gens ont construit et l'État vient bien après. C'est malheureusement la face de Brazzaville et Pointe-Noire. Docteur, quelles sont aujourd'hui les zones dites inhabitables où il est interdit de construire? Les zones, et au niveau de Brazzaville et Pointe-Noire, on a deux documents qu'on appelle les schémas directeurs d'urbanisme de Brazzaville et Pointe-Noire et les plans directeurs d'urbanisme. Dans ce document-là, il y a une cartographie qui a été faite et dans cette cartographie, il a été indiqué les endroits qu'on ne peut pas construire, les endroits qu'on ne peut pas habiter. Alors, les endroits ici, c'est les flancs des collines, comme Angamakoso, et il y a aussi les zones inondables et au bord des cours d'eau et qu'on a vu et par-ci par-là à Pointe-Noire surtout, et que les gens ne devaient pas occuper ces endroits-là. D'accord, docteur. Puisque vous êtes démographe, dites-nous pourquoi ces interdictions existent-ils? Ces interdictions existent-ils parce que l'État n'a pas les moyens, on va dire ça comme ça, l'État n'a pas de moyens d'anticiper, de venir construire ou de venir et préparer le terrain, viabiliser le terrain. L'État vient toujours en retard, d'où l'État est obligé de pouvoir interdire ces zones. Sinon, si l'État installait avant, ces zones sont des zones habitables. On peut aujourd'hui, avec le possibilisme géographique, transformer ces endroits-là et les faire habiter par les individus. Ce n'est que des précautions que l'État prend. D'accord, docteur. Ailleurs, hein, notamment en Chine, on observe des constructions sur des montagnes ou dans des zones difficiles. Pourquoi au Congo, on considère certaines zones comme non exploitables alors que les technologies modernes permettent de construire routes, logements dans des environnements complexes? Oui,
Allez, c'est la même réponse que j'ai donnée tout à l'heure sur le fait que nos autorités n'anticipent pas. Hum. Nos villes n'anticipent pas. Nous avions des villes qui se construisent dans l'autoproduction du logement. Les populations s'installent avant et l'État vient bien après. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans cette situation, ce que l'État peut faire, c'est de prévenir. Et le prévenir, c'est de dire, n'allez pas vous installer là-bas, je vous interdis de vous installer là-bas pour précaution. Sinon, aujourd'hui, il n'y a plus des endroits qu'on ne peut pas construire parce qu'on a vu les exemples des pays comme la Chine que vous avez cités. Ce sont des pays qui font des exploits, qui utilisent tout ce qui est à leur disposition comme espace pour bâtir, pour construire et pour que les gens soient logés. D'accord, docteur. Déjà, l'exemple de la route Brazzaville-Pointe-Noire qui est construite dans le massif du Mayombe montre que ces technologies sont possibles. Pourquoi ce modèle ne s'étend pas davantage à l'urbanisation et à l'aménagement du territoire? Ce modèle ne se tend pas au niveau de Brazzaville et Pointe-Noire. C'est parce que Brazzaville et Pointe-Noire, on s'est retrouvé dans une situation de laisser-aller, du laxisme de l'État. Que l'État n'a pas eu une politique urbaine d'anticipation. Or, les autres sont dans cette politique d'anticipation. Personne ne peut aller occuper un espace intéressant pourtant que ce terrain soit viabilisé. Nous avions les structures pour ça. Ce n'est que ces structures-là qu'on n'a pas pu peut-être donner les moyens pour qu'ils travaillent. Dans l'autoproduction de logements, chacun va occuper l'espace en tenant compte de ses moyens. Et l'État du Congo aujourd'hui est dans cette situation où, au lieu de faire la prévention urbaine, est en train de faire du curatif. C'est-à-dire que les gens se sont installés, peu importe l'endroit, dès qu'il y a les dégâts, on appelle l'État, il faudra que l'État intervienne. Or, on ne peut pas développer une ville dans le cadre de curatif. Il faut qu'il y ait la prévention urbaine, que l'État soit le premier à occuper un espace. D'accord, docteur. Parlons maintenant du lien entre démographie et sécurité. Brazzaville et Pointe-Noire font face à une montée de la criminalité malgré les opérations menées par les forces de l'ordre. La pression démographique peut-elle être un facteur explicatif de la criminalité et du banditisme, notamment appelé bébé noir ou Kuluna? Je dirais oui. Je dirais oui parce que la structure de la population du Congo est une structure que nous appelons anormale. Si vous voyez Brazzaville et Pointe-Noire, c'est pratiquement plus de 60% de la population du Congo. C'est évident qu'à Brazzaville et à Pointe-Noire, vous trouvez ces genres de problèmes. Brazzaville et Pointe-Noire, c'est là où se trouvent la plupart des pauvres. Donc c'est évident que dans cette ville, dans ces deux villes, qui ont été alimentées à un certain moment de notre histoire par l'exode rural, les gens se retrouvent aujourd'hui à Brazzaville sans emploi. C'est comme abandonné. Et Brazzaville n'a pas la capacité d'absorption en termes d'emploi, surtout en milieu jeune. Ces jeunes qui arrivent, non seulement par l'exode rural, et ceux que nous avions mis au monde, que nous n'arrivons pas à prendre en charge, ils n'ont pas d'autre solution que de rentrer dans le banditisme. Donc, aujourd'hui, le problème du banditisme est d'abord un problème démographique. Il s'agit qu'on puisse organiser la structure de la population du Congo. Ok, alors docteur, comment corriger cette situation-là? Quelle réponse démographique, sociale et urbaine faut-il apporter? Alors, pour la réponse démographique, il faudra qu'on ait des villes de ce que nous appelons par le désarmement démographique. On ne peut pas se retrouver avec 60% de la population dans deux villes. Il faudra qu'on arrive à réarmer d'autres villes. Par exemple, créer des industries dans des villes comme Ouando, Dolisie, Nkaï, pour que Brazzaville et Pointe-Noire soient soulagés, tant soit peu. Qu'on arrive à créer un peu l'équilibre de la population. Tant que la population serait concentrée à Brazzaville et à Pointe-Noire, ces phénomènes vont toujours exister parce que tout le monde ne trouvera pas son compte à Brazzaville. Quel que soit tout ce qu'on pourrait faire, tant que les jeunes ont ce que nous appelons par la demande sociale en éducation, demande sociale en emploi, tant que ces choses ne sont pas satisfaites, les jeunes seront toujours dans la criminalité. Ils chercheront à trouver des solutions quand l'État ne leur donne pas les solutions. Docteur, pensez-vous qu'il soit encore possible de rattraper Brazzaville et Pointe-Noire en matière d'urbanisation et de sécurité? En matière d'urbanisation, c'est encore possible, mais je dirais très, très coûteux. Très coûteux. Mais en termes de sécurité, c'est possible. En termes de sécurité, c'est possible avec ce que la DGSP est en train de faire. On voit déjà que les résultats sont là. Mais jusqu'à quand ces résultats vont être palpables? Parce que au fur et à mesure que on fait, mais il y a des nouveaux jeunes qui viennent. Il y a des gens qui naissent aujourd'hui. Dans 15, 16 ans, ils auront la minorité légale, mais il faut trouver l'emploi pour eux.
Il faut les situer. Et tant que ceux-là viendront retrouver les mêmes causes, mais ils ne rateront pas à faire du banditisme. Alors, docteur, vous dites que c'est très coûteux. Est-ce que la solution passe-t-elle par la création de nouvelles villes? Effectivement, il faudra qu'on passe par la création de nouvelles villes. Brazzaville et Pointe-Noire, dans la construction ou la mise à niveau, pour que ce soit vraiment des villes intelligentes, des villes culturelles, des villes équipées comme les autres villes que nous partons, et les Congolais aiment aller passer des vacances à Paris et bien d'autres. Pour qu'on ait des villes pareilles, il faut la création de nouvelles villes. Construire à Brazzaville ou réorganiser Brazzaville coûterait plus cher, 5-6 fois plus cher que la création des nouvelles villes. Et la même chose pour Pointe-Noire. Ok, alors pour la création des nouvelles villes, où les construire et selon quels critères? Alors, où les construire? Moi, dans mes exercices, dans mes recherches, j'ai fait un travail pareil où je me suis rendu à Yé. À Yé, c'est on peut dire à 80 km de Brazzaville. Je me suis dit que c'est un endroit où on peut bâtir une ville moderne, une ville intelligente. Et à ce niveau-là, on se trouve là à l'intersection entre Brazzaville, la route nationale numéro 1, la route nationale numéro 2 et Brazzaville. Donc, on a là un lieu où on peut construire une nouvelle ville. En ce moment-là, ce n'est pas les gens qui vont occuper, mais c'est l'État qui va d'abord commencer par viabiliser les sols, construire les infrastructures, routes, électricité, eau. En ce moment-là, on peut appeler les gens à aller occuper. La même chose pour Pointe-Noire. Pointe-Noire, aujourd'hui, on a le chef-lieu de Luango, du Kouilo qui est Luango. On a un espace qui est là, qu'on peut construire Pointe-Noire 2. Cette fois-ci, ça serait la même chose. Ce n'est pas les gens qui viendront occuper avant, mais c'est l'État qui construit, qui bâtit, et les exemples existent. L'État peut s'en inspirer. Nous avions à côté de nous, il y a une nouvelle ville qu'on a créée en Guinée équatoriale. De cette façon-là, l'État a créé une nouvelle ville. On a par exemple en Égypte, il y a une ville qu'on appelle Sissi. Sissi City. C'est une nouvelle ville qu'on a créée pour désengorger le Grand Cœur. Donc, il y a autant d'exemples, Belleval au niveau du Luxembourg, autant d'exemples des nouvelles villes qu'on vient de créer, que l'État peut s'en inspirer. D'accord, docteur. Parlons de la planification démographique. Le Congo dispose-t-il aujourd'hui d'une véritable politique de planification? Non, non. Dans les autres pays en matière de démographie, il y a un document qu'on appelle la politique nationale de population. Et dans ce document-là, on oriente, nous voulons que notre démographie soit à quel niveau, jusqu'à quel niveau on veut que notre démographie arrive. Le Congo n'en dispose pas malheureusement jusqu'à présent. Or, les autres pays ont des documents sur la politique de population. C'est ce document d'orientation sur les questions démographiques. Étant démographe, dites-nous, docteur, connaît-on aujourd'hui précisément le nombre de naissances au Congo? Oui, et le nombre de naissances que nous avions, c'est des naissances issues des naissances des services de santé. Et on estime en 2024 à 143 000 naissances. 143 000 naissances vivantes, mais il s'agit ici des naissances intervenues dans les services de santé. On n'a pas malheureusement les statistiques de ceux qui naissent hors service de santé, mais qu'on suppose que ce sont des naissances minimes. Ok, docteur, peut-on planifier la démographie pour l'adapter au niveau du développement du pays? Oui, c'est possible. C'est possible, il suffit qu'on ait une politique de population. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce qu'on va laisser chacun faire des enfants sans pourtant que l'État donne l'orientation? Ou l'État peut donner des mécanismes pour dire que je veux ceci et j'encourage par exemple les gens à mettre au monde, si c'est la politique de l'État, comme je peux, et faire la promotion des méthodes contraceptives pour que on arrive à équilibrer notre démographie et les ressources qui sont les nôtres. Ok. Alors, dites-nous, docteur, est-il réellement possible d'ajuster la croissance démographique afin d'éviter le déséquilibre entre population et capacité économique? Pour le Congo, Ouais. non, pour le Congo, le besoin ne se présente pas encore parce que lorsqu'on calcule les indicateurs qu'on appelle l'IDH, l'indice de développement humain, et quand on voit le PIB par habitant, on voit tous ces indicateurs-là, on se dit que la population du Congo est encore très très petite par rapport aux ressources. Ça veut dire qu'on a plus de ressources qui peuvent aujourd'hui rendre tout le monde heureux. Donc le problème se trouve certainement ailleurs, pas dans la démographie.
D'accord, merci beaucoup, docteur, pour ces analyses et éclairages. Vous l'avez compris, la démographie est au cœur des enjeux de développement, d'urbanisation et de sécurité au Congo. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un nouveau numéro de la grande interview.